Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Et maintenant? Alors, on va commencer. Donc, il y a eu un changement de programme. Euh, oui, on va essayer de régler ça. C'est comme ça. La voix comme ça. Et comme ça. C'est tout à fait normal parce que je porte un masque. Un ILEPS masque, hein, Corona. Moi, je viens du laboratoire du Corona. Directement. Comme ça. Ça va comme ça? Très bien. Très bien. Alors, bon, il y a eu un changement de programme. Aujourd'hui, on va aborder un cours. Normalement, le programme, vous avez un cours avec le professeur Jeremy, des adénovirus. Il y a un changement pour des raisons personnelles. Donc, on va voir aujourd'hui cours sur les herpès viridés. Les herpès viridés, pardon. Vous avez certainement entendu parler du mot herpès auparavant. J'imagine, quand je dis herpès, pensez directement, par exemple, à l'herpès labial. Hein, on appelle ça bderja human. Ça, c'est une infection très commune au milieu communautaire. Mais les herpès viridés, il n'y a pas que les virus al-human. L'herpès labial, l'herpès simplex virus, il y en a d'autres qui donnent des pathologies très variées en termes de manifestations cliniques, d'organes cibles et de gravité aussi. Voilà. Donc c'est une grande famille qui regroupe une centaine de virus quand même, identifiés à ce jour, et certains d'entre eux, 8, plus exactement, 8 peuvent infecter l'homme et donner des infections donc chez l'homme. Alors on va adopter le schéma classique, hein, le plan classique des cours de virologie. On va parler un peu de la structure des virus parce que c'est très important. C'est des virus quand même qui sont relativement de grande taille. C'est entre 150 à 300 nanomètres. Les virions ont une taille moyenne de, disons, entre 120 à 150 nanomètres. C'est à peu près la taille du virus de la grippe. Mais c'est beaucoup plus important que les petits virus, nus par exemple de la polio, qui mesurent 27 nanomètres. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Donc c'est un virus relativement de grande taille, avec un ADN de grande taille aussi, de 120 à 230 kilodalton, bicaténaire, enroulé sur lui-même. Donc, il faut imaginer ça comme l'ADN bactérien. Mais bien sûr, c'est un ADN beaucoup plus petit que l'ADN bactérien. Attendez, bon, il y a un problème avec la diapo. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Et comme ça, vous arrivez à voir la diapo? Il y a toujours des soucis techniques, malheureusement. Donc ADN de grande taille, de 120 à 230 kilodalton, bicaténaire, avec une capside icosaédrique. Vous connaissez l'icosaèdre, regardez. Cette forme à l'intérieur donc de l'enveloppe, qu'on appelle une icosaèdre, avec 20, c'est une forme géométrique, avec 20 faces. C'est une forme caractéristique du monde viral. Et les herpès viridés possèdent donc cette forme géométrique icosaédrique. La capside, la nucléocapside, elle est enveloppée
entouré donc d'une enveloppe virale qui est généralement empruntée aux cellules membranes biologiques, les cellules vivantes. L'enveloppe, elle possède aussi, il y a aussi des phosphoprotéines qui constituent le tégument. Comme les virus enveloppés, tous les virus enveloppés, donc les virus enveloppés sont fragiles, et vous savez pourquoi? Parce qu'ils perdent leur pouvoir infectieux, parce que les virus se fixent sur leurs récepteurs à travers des protéines, des glycoprotéines d'enveloppe, qui hérissent l'enveloppe, et c'est à travers ces glycoprotéines que les virus peuvent infecter leurs cellules type. Donc lorsque le virus perd son enveloppe, il perd son pouvoir infectieux. Mais l'enveloppe, elle est issue donc d'une membrane biologique. Donc, elle est très sensible aux détergents. Ce qui explique au solvant et à la chaleur, ce qui explique donc la fragilité des virus enveloppés. C'est le cas aussi du virus du corona, on parle beaucoup actuellement, qui sont très sensibles à la chaleur, au solvant, aux détergents en général. Et c'est la raison pour laquelle aussi ils ne sont pas retrouvés dans le milieu extérieur. Alors, les herpès vilidés, je parle de la famille, hein, tous les herpès vilidés se transmettent essentiellement par contact interhumain étroit. Donc, il faut qu'il y ait vraiment le mode de transmission le plus important, c'est par contact étroit. Attendez, je vais vérifier parce que je ne reçois pas vos commentaires. Attendez une minute. On voit pas la diapositive. Pourtant, كان يمشي مليح. لحظة. Et maintenant, vous voyez le diapositive? Faites attention diapositive. Et maintenant, vous voyez la diapositive? Non. Et maintenant, est-ce que vous voyez la diapositive, s'il vous plaît? C'est là. Et maintenant? Non. Et maintenant, vous voyez la diapositive, s'il vous plaît? Oui, très bien, merci. J'espère ma déconnexion. Concernant ma déconnexion, la même chose? C'est la même chose. Voilà, malheureusement, il y a eu, comme prévu, hein, les soucis techniques en Algérie. Malheureusement, on a eu un problème de connexion, une déconnexion. J'espère que ça va. Alors, on reprend. J'espère que vous m'avez au moins entendu dans la partie structure. Alors, on passe donc au caractère. J'ai expliqué donc pourquoi les virus enveloppés sont fragiles. J'espère que vous m'avez entendu. Donc, la transmission, comme les herpès sont fragiles, parce
sont enveloppés, sont très fragiles dans le milieu extérieur, on ne les trouve pas dans le milieu extérieur, on les sait, on ne les trouve pas. Parce que dès l'ingestion des particules virales, ils seront détruits par l'acidité gazeuse. La transmission, donc, elle se fait essentiellement par contact interhumain étroit. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un contact étroit de peau à peau, de peau à muqueuse, de muqueuse à peau. Ou bien, par transfusion sanguine, si le virus est présent, on le sent, un sujet infecté, donc on peut le transmettre à un autre sujet, le sujet le receveur, à travers les greffes de tissus ou d'organes. Donc, c'est les modes de transmission les plus fréquents, à côté aussi, de façon un peu minoritaire, de la transmission aérienne aussi, à travers les gouttelettes respiratoires. Pour certains herpès viridés, on verra tout à l'heure, notamment avec le virus de la varicelle et du zona. Alors, les herpès viridés de classification sont classés en 3 sous-familles en fonction donc des séquences de l'ADN génomique. Donc, la première sous-famille, c'est l'alpha herpès viriné, qui regroupe le virus al-Human, on en a parlé tout à l'heure, l'herpès simplex virus, type 1 et 2. Le 1, c'est essentiellement l'herpès labial, les infections oropharyngées. Et l'HSV2, c'est les infections sexuelles. Deuxième alpha herpès viriné, c'est le virus de la varicelle et du zona. Là aussi, c'est un virus que vous connaissez certainement. Quand je dis varicelle et du zona, ce sont deux maladies distinctes, mais qui sont provoquées par le même virus, le VZV. Alors, on appelle ça Bedarja, pour vous donner une idée, Rih Gumgum. Hab Tarih Gumgum. C'est le virus de la varicelle et du zona. C'est juste pour vous donner une idée. Alors, les virus qui appartiennent à cette sous-famille sont très faciles à cultiver in vitro. Alors, attention, on en parlera tout à l'heure. Le cycle de multiplication est rapide et productif. Ils sont dermoneurotropes, donc ils ont un tropisme très important, une affinité particulière pour l'épiderme, la peau et les muqueuses, mais aussi pour le système nerveux, donc les nerfs, essentiellement les nerfs sensitifs. Et les réactivations sont généralement symptomatiques. On va expliquer donc ce phénomène de latence tout à l'heure, parce qu'il est commun à tous les herpès viridés. Deuxième sous-famille, c'est la sous-famille des bêta-herpès virinés. Et là, nous avons un représentant très connu aussi, et très commun, l'infection elle est très commune, très fréquente chez l'homme, c'est le cytomégalovirus. Cytomégalovirus, le CMV, mais aussi l'HHV6, des virus donc, de description relativement plus récente, 1986, et le HHV7. La culture, elle est un peu plus difficile. Le cycle est lent et peu cytolytique, donc on ne peut pas trop compter sur la culture cellulaire pour les mettre en évidence. L'infection, elle est généralement asymptomatique, hein, notamment chez les immunocompétents, mais elle peut être très grave chez les immunodéprimés. Et même si un patient asymptomatique, immunocompétent est infecté, lorsqu'il devient profondément immunodéprimé, notamment l'immunité, dépression d'immunité cellulaire essentiellement, c'est lymphocytes, on risque d'avoir ce qu'on appelle des réactivations. Donc, on va expliquer ce phénomène de latence, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques minutes. Troisième sous-famille, juste pour avancer, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec les coupures. Troisième, c'est les gamma-herpès virinés. Là aussi, il y a un virus très connu, on parle beaucoup, c'est le virus d'Epstein-Barr, EBV. C'est le virus de la mononucléose infectieuse. Un type d'angine qui touche essentiellement les adolescents. Une angine qui touche les adolescents avec des adénopathies. C'est une maladie qui est assez commune et connue, la mononucléose infectieuse. À côté de l'Epstein-Barr, il y a un autre virus aussi,
on parle beaucoup aussi, surtout après l'émergence du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, c'est le Human Herpes Virus 8, le HHV8, découverte récente, qui est l'agent du sarcome de Kaposi, une des complications cancéreuses néoplasiques du VIH, l'infection par de l'immunodépression, plus précisément, provoquée par le VIH. Là aussi, les bêtas comme les gamma comme les bêtas, la culture elle est très difficile. On peut dire que c'est un virus qui est quasiment non cultivable in vitro. La latence, on en parlera tout à l'heure. Un pouvoir oncogène très important. Donc un des virus, vous savez que les cancers, certains cancers ont une origine, une étiologie infectieuse. Il y a des bactéries, des parasites, mais aussi des virus. Par exemple, le virus de l'hépatite B, il peut donner le cancer du foie. L'hépatite C aussi. Certains virus qui sont associés au cancer. Alors, le Epstein-Barr virus, il a un pouvoir transformant très important. Il donne essentiellement une lymphoprolifération, mais aussi des affections malignes, notamment le lymphome de Burkitt qui est endémique en Afrique du Nord essentiellement, notamment en Afrique du Nord, mais aussi donc le lymphome de Burkitt et le carcinome nasopharyngé, qu'on appelle aussi le cancer du cavum. C'est un carcinome otolaryngologique. On appelle ça le cancer de la gorge. Voici donc l'arbre phylogénétique qui regroupe donc tous les représentants. Nous avons 6 genres. Le simplex virus, qui regroupe l'HSV1 et le 2. Souvenez-vous, l'HSV1, les infections orales, essentiellement. L'HSV2, les infections sexuelles. Le VZV appartient au genre varicella virus. Parmi les bêtas, nous avons le cytomégalovirus et l'HHV7. Les gamma, c'est essentiellement les lymphocryptovirus, dont le principal représentant, c'est le BV, l'Epstein-Barr virus. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, des virus qui sont très importants sur l'HSV1, l'HSV2, le VZV, virus de la varicelle du zona, VZV c'est en anglais, varicelle zoster virus en anglais, VZV, l'HHV6, le CMV, pardon, HHV6, 7, surtout CMV, parmi les bêtas, et le BV. C'est les virus les plus importants. Donc l'HSV1, 2, le VZV, le cytomégalovirus et l'Epstein-Barr virus. Alors le cycle de réplication, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est un cycle qui est essentiellement intranucléaire. Donc la réplication, la transcription de l'ADN en ARN messager, protéines virales structurales et non structurales, mais aussi la réplication du virus, elle se fait essentiellement au niveau du noyau. Elle est intranucléaire. Ce qui explique l'aspect, on verra tout à l'heure en culture cellulaire, noyau gonflé, qui prend une taille très très importante, avec un enchâssement de nucléose, qui est repoussé jusqu'au fin fond du noyau. Voilà. Il existe 2 grandes phases, un cycle lytique et une phase de latence. Alors, le cycle lytique est caractérisé par la production de particules virales infectieuses. Une réplication du virus. Cette réplication va se traduire par une destruction de la cellule infectée. C'est classique. Ça, c'est le cycle lytique. Généralement, ça commence comme ça avec les herpès viridae. Les virions sont libérés par bourgeonnement, mais attention, à travers la membrane nucléaire, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique. Il va y avoir une maturation des particules virales qui sont ensuite libérées pour aller infecter d'autres cellules, sensibles bien sûr. Donc cette infection, elle aboutit à la destruction de la cellule infectée. Alors, ce qui est maintenant spécifique des herpès viridés, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit la latence. La latence est un phénomène très important chez les herpès viridés. Donc il faut savoir une chose. Quand on est infecté par un herpès viridé, donc un membre du virus qui appartient à cette famille, on le reste pendant toute la vie. Pendant toute la vie. Si vous êtes infecté par un herpès virus, le virus va rester dans votre organisme, dans vos cellules,
jusqu'à la fin de votre vie. Or, l'évolution, elle se fait selon plusieurs phases. Donc, la première phase, on l'a vu, le premier contact avec les virus, il va y avoir une infection lytique, multiplication, destruction de cellules infectées. Ensuite s'installe une phase, qu'on appelle une phase de latence, qui correspond à une phase du cycle biologique pendant laquelle le génome viral est présent dans le noyau. C'est-à-dire le génome viral, il est intégré dans le noyau, mais le virus ne se multiplie plus. Il n'y a plus de multiplication. Donc c'est une sorte d'échappement à la réponse immunitaire, une stratégie donc développée par les herpès viridae, qui ont co-évolué, paraît-il, avec l'homme, qui sont parfaitement adaptés à l'homme, du moins ceux qui infectent l'homme. Donc ils vont rester à l'état de latence. Ils sont présents, le génome il est présent, il est intégré au niveau du noyau, mais il y a des protéines virales qui sont exprimées et qui vont inhiber la réplication du virus. Donc il est présent, mais pas de multiplication. Il n'y a pas de cycle de réplication, donc pas de production de nouveaux virions. D'accord? Alors, lors du cycle de réplication des herpès viridae, nous avons l'expression de plusieurs protéines. On les appelle communément les protéines alpha, ou bien les très précoces. C'est des protéines de régulation, protéines d'activation de la transcription et de la réplication. Ensuite, nous avons les enzymes, les protéines précoces, ou bien les protéines bêta, c'est les enzymes donc, classiques responsables de la réplication du virus, essentiellement l'ADN polymérase virale, mais aussi la thymidine kinase qui est présente chez l'HSV, herpes simplex virus, virus humain, et le virus de la varicelle et du zona. Ensuite, l'expression des protéines tardives, gamma, on les appelle gamma, qui sont essentiellement les protéines structurales. Donc ça commence par des protéines donc, de régulation activatrice, c'est des protéines non structurales qui vont activer, ces protéines vont activer les protéines bêta, donc les enzymes, la transcription des protéines bêta qui sont des enzymes responsables de la réplication virale. Ensuite, après la réplication de l'ADN, il va y avoir donc la synthèse des protéines structurales, essentiellement de la capside, des tubulons, la phosphoprotéine et des enveloppes. Alors, on revient à la latence pour bien élucider le phénomène de la latence. On peut exprimer donc dans l'exemple ici, l'exemple du serpent. Vous avez la primo-infection, donc le premier contact avec le virus. Et pour vous dire que après le premier contact, l'infection, généralement avec les herpès, elle est asymptomatique. C'est vrai qu'il y a une multiplication, il y a une réplication virale très importante, il y a une destruction cellulaire, mais généralement l'infection, elle est asymptomatique dans la majorité des cas, avec la majorité des herpès viridés humains. Ensuite, il y a la réponse immunitaire qui contrôle l'infection. Le virus, il n'est pas complètement éliminé parce qu'il va se cacher à l'intérieur de la cellule, il va intégrer son génome, son ADN, dans l'ADN cellulaire, la cellule infectée, et rester à l'état latent pendant plusieurs années. Plusieurs années. Et à ce moment-là, les antiviraux, qui sont des inhibiteurs de la réplication virale, sont inactifs sur l'infection latente. Il n'y a pas de traitement efficace pour éradiquer la latence. C'est tout à fait normal. Alors, il reste à l'état latent pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait un stimulus. Un stimulus, ça peut être, par exemple, une dépression immunitaire. Ça peut être un état de choc émotionnel. Ça peut être des radiations, des ultraviolets, par exemple. C'est des chocs comme ça qui vont réactiver le virus. Il va y avoir ce qu'on appelle une récurrence, ou bien une réinfection endogène. Alors, les manifestations de ces réinfections endogènes peuvent prendre plusieurs formes. Ça, c'est la latence chez les herpès viridae et qui est présente chez la majorité des virus, des herpès virus
du moins ceux qui infectent l'homme. Alors, quels sont les sièges de ces infections latentes? Donc, c'est très variable en fonction de l'herpès virus. Par exemple, avec l'HSV, on va voir quelques exemples. La latence, elle se fait au niveau des corps cellulaires des neurones, l'asab, des ganglions sensitifs, donc l'asab al-hissiya. Par exemple, pour l'HSV1, c'est au niveau du ganglion de Gasser, les traits jumeaux, on appelle ça. Les médecins connaissent donc les traits jumeaux au niveau de la face, asab, ras, l'herpès simplex virus 1 va se cacher à l'état latent en attendant des jours meilleurs. Alors pour l'HSV2, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, HSV2, c'est non essentiellement des infections sexuelles. L'HSV2, après une primo-infection, après un premier contact avec le virus, il va se cacher, entre parenthèses, se cacher au niveau des ganglions sensitifs, l'asab, l'asab. Ce n'est pas les ganglions al-mana, les ganglions sensitifs sacrés. Sacrés, c'est par rapport au sacrum, l'os, sacrum, HSV2. Donc, ils vont se cacher au niveau de ce niveau-là, en attendant, comme je vous ai dit, des jours meilleurs. Si l'occasion se présente, s'il y a une diminution de l'immunité, des facteurs exogènes, parfois endogènes, il peut y avoir une réactivation. Alors, pour les autres cellules, par exemple, pour le rihgumgum, le varicelle, c'est une infection qui touche essentiellement les enfants, on verra tout à l'heure. C'est essentiellement au niveau des ganglions sensitifs rachidiens, au niveau du rachis dorsal, mais aussi des paires crâniennes. C'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, au cours des réactivations, ce qu'on appelle le zona ophtalmique. On parlera tout à l'heure. Des paires crâniennes au niveau de la tête. Alors pour les autres, c'est essentiellement, le CMV, le EV, c'est essentiellement les cellules de la mononucléée, donc les cellules de la lignée hémato-poétique. Voilà, on vient donc d'en parler. Je passerai rapidement. La latence, je viens de l'expliquer. La réponse immunitaire, c'est essentiellement cellulaire. Elle est essentiellement cellulaire, essentiellement par des lymphocytes. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle toute baisse de l'immunité cellulaire favorise la survenue de réactivation, de récurrence. J'espère que c'est bien clair. C'est très important cette notion de latence et de récurrence chez les herpès. L'idée, on peut facilement l'expliquer. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le Human, par exemple, HSV1, vous savez tous qu'on peut avoir plusieurs épisodes durant donc, la vie d'une personne. Elle peut avoir plusieurs épisodes d'herpès labial, Human. Donc, généralement, c'est pendant la saison donc, hivernale, où l'individu infecté déjà par l'herpès, il peut faire plusieurs récurrences, plusieurs réactivations au cours de la même saison. L'immunité cellulaire, mais aussi humorale, mais les anticorps, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ne peuvent pas empêcher les réactivations. Alors, on va essayer maintenant, je ne sais pas si le temps va nous suffire, mais on va essayer de voir, donc, sans rentrer dans les détails, les différents virus que je viens de citer, un par un, et on va commencer avec l'herpès simplex virus. Il faut savoir que c'est un virus qui est strictement humain, il infecte essentiellement l'homme, qui a coévolué avec l'homme. Donc, le réservoir, c'est essentiellement les sujets infectés qui vont transmettre le virus d'une personne à une autre. Et généralement, ces gens-là, pourquoi il y a autant de transmissions? Pourquoi la séroprévalence elle est très élevée? Séroprévalence, ben, si on prend la population générale, on va trouver des taux importants d'anticorps anti-HSV dans la population générale, parce que la transmission, elle est très facile, elle se fait par contact direct, et beaucoup de gens sont asymptomatiques, ce qui favorise ce qu'on appelle les transmissions innocentes, notamment les relations sexuelles. Donc, la transmission se fait par contact rapproché, très très rapproché, intime, oral, essentiellement oral, mais aussi génital. Séroprévalence, je viens de le dire, très très élevée, 70 à 80% chez l'adulte. On s'infecte par l'HSV, les virus HSV
le virus pardon, HSV1 dès l'enfance, hein, dès les premiers mois, les premières années, juste après la disparition des anticorps maternels. Pour l'HSV2, la transmission, elle se fait par voie sexuelle, notamment chez des sujets qui multiplient les partenaires. Voilà, donc vous connaissez très bien sûr, c'est l'herpès labial. La principale manifestation de l'HSV1, attention l'HSV1, mais possible aussi l'HSV2, plus rarement, occasionnellement, l'HSV2 de données. Donc, ce type de lésion, alors c'est une gingivostomatite douloureuse, vous savez très bien, la muqueuse elle est inflammatoire et parfois associée parfois à de la fièvre. Plus rarement, il va y avoir une extension loco-régionale, ça peut donner une pharyngite par exemple, mais c'est beaucoup plus rare, hein. C'est essentiellement, il touche essentiellement les lèvres. Par exemple, une pharyngite, une laryngite, une infection du larynx, mais aussi une rhinite, une glossite, infection de la langue. Alors, juste après la primo-infection, qui est généralement silencieuse, en majorité des cas, et lorsqu'elle est symptomatique, elle donne cette gingivostomatite essentiellement, s'installe donc une infection latente au niveau des ganglions sensitifs, avec une possibilité de réactivation qui peut être soit asymptomatique, et là, le risque de transmission est très important parce que le sujet ne sait pas qu'il est infecté, donc pour lui, il est en bonne santé, donc il peut avoir des contacts étroits avec les personnes de son entourage, et là, il va y avoir une transmission massive du virus, une excrétion salivaire très importante, sans qu'il y ait des signes cliniques. C'est toujours au décours d'un choc externe, un choc émotionnel, immunodépression, période menstruelle, le froid, les ultraviolets, ainsi de suite. Ou bien, donc cette réactivation, elle est le plus souvent asymptomatique, mais elle peut aussi être symptomatique et donner un herpès labial récidive. Chaque fois, donc la même chose, notamment en hiver. Les facteurs favorisants, essentiellement, donc je viens de les citer, hein, il y en a beaucoup. La fièvre, par exemple, exposition au soleil durant l'été, notamment la fatigue, stress, je l'ai dit, un choc émotionnel, période prémenstruelle, ainsi de suite. Voici donc le site de la latence du HSV1, les ganglions sensitifs, ASAP, avec une possibilité de réactivation. Regarde, le chemin inverse. Il y a infection donc des cellules nerveuses où le virus reste à l'état latent. Ensuite, s'il y a un facteur favorisant, exogène ou androgène, il va y avoir le virus va emprunter le chemin inverse, donner une infection similaire à l'infection initiale. L'HSV2, il donne essentiellement de l'herpès génital. C'est le même type de lésion, mais cette fois-ci au niveau des parties génitales externes. Il faut savoir que cette infection, c'est une caractéristique des herpès. Il y a beaucoup d'infections asymptomatiques, ce qui explique leur prévalence, leur présence massive dans la population générale. Par exemple, l'herpès génital, il est asymptomatique dans 60% des cas, ce qui explique le taux de transmission important. On appelle la transmission innocente. Le sujet ne sait pas qu'il est infecté, et lors d'un rapport sexuel, il risque de transmettre le virus, mais aussi, et surtout, de la mère à l'enfant. De la mère à l'enfant. Il y a un risque de transmission lorsque la mère porte l'HSV2 au niveau de la filière génitale, les organes génitaux externes. Elle risque de le transmettre. Si elle ne le sait pas, elle ne connaît pas son statut, elle risque de le transmettre à son enfant avec des conséquences qui peuvent être très très graves. Mais lorsque l'infection est symptomatique, je vous ai dit, c'est quasiment les mêmes types de lésions qui touchent donc les lèvres. Apparemment, il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît?
Ok, donc on continue. Je viens de recevoir le message. Je me rapproche. Le problème, c'est que le micro, mahtout à gauche. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. Très bien. Vous m'entendez? Donc on continue parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Attention. Oui, c'est pas le même cours parce qu'il y a eu une modification. Je vous ai dit au début, il y a eu une modification du programme parce que votre enseignante n'est pas disponible. Un empêchement personnel majeur. Alors, lorsque l'infection est symptomatique, donc, je vous ai dit, donc, c'est des lésions qui ressemblent aux lésions au niveau, donc, touche les lèvres, mais au niveau des parties génitales externes, accompagnées généralement d'une fièvre, mais c'est des vésicules qui sont très douloureuses, attention, très douloureuses. À la différence, par exemple, de la syphilis qui donne des ulcérations génitales, des ulcérations, perte de substances importantes, avec des adénopathies inguinales au niveau de la région inguinale. Alors, moi, il y a un problème, non? Oui, les herpès viridés. Donc, le cours HADA, c'est les herpès viridés, s'il vous plaît. Essayez de suivre. Oui, il y a eu une modification, oui. Essayez de suivre quand même, mais il y a une grande ressemblance entre les cours. Essayez de suivre quand même. Alors, l'infection latente, la HSV2, je vous ai dit, donc c'est essentiellement au niveau des ganglions sensitifs sacrés, avec des réactivations possibles, entraînant des réinfections endogènes, symptomatiques ou non. Toujours le même problème. Alors, attention, l'herpès, ce n'est pas que les infections simples, hein. Ce n'est pas le roumain, c'est tout. L'infection génitale, ulcération génitale, ça peut donner aussi des infections très très graves. Par exemple, l'herpès oculaire, une infection très connue des ophtalmologistes, et la kératoconjonctivite où l'utilisation des corticoïdes est formellement contre-indiquée. C'est un risque très important de complications. Si vous instillez des collyres contenant des corticoïdes, vous risquez de voir donc la kératoconjonctivite se compliquer. Mais aussi la méningo-encéphalite herpétique qui est très redoutée chez les pédiatres aussi. C'est une méningo-encéphalite très spectaculaire, nécrotique, avec une évolution très défavorable en quelques jours, un risque de décès très important, une mortalité très élevée. Donc, une encéphalite aiguë, nécrosante, hémorragique temporale, là, le traitement s'impose, parce qu'il existe un traitement spécifique. D'où la nécessité de faire un diagnostic rapide et efficace, étiologique de la méningite méningoencéphalite. À la différence des autres méningites virales, il n'y a pas de traitement spécifique, par exemple les méningites entérovirus, les oréons, ainsi de suite. La méningite méningoencéphalique herpétique, il existe un traitement spécifique très très efficace. D'où l'intérêt de faire un diagnostic rapide. Mais aussi les infections de l'immunodéprimé, essentiellement les sujets sidéens avec une immunodépression, ils peuvent présenter des formes cutanéo-muqueuses extensives et des atteintes viscérales diverses. Il y a aussi, on en a parlé, l'herpès néonatal. Et la transmission, elle se fait généralement à l'accouchement. C'est le cas le plus fréquent. Elle peut se faire en début de grossesse, mais c'est très rare, et essentiellement au cours de l'accouchement. Et si la mère porte l'HSV2 au niveau de son vagin, même si l'infection reste rare, 1 sur 10 000 naissances, elle est de très très mauvais pronostic. Des séquelles neurologiques très importantes, une mortalité très très élevée. Alors le diagnostic, généralement, il est clinique. On connaît très bien les lésions vésiculeuses, un peu croûteuses de l'herpès, hein, le chômage, comme le chômage. Donc le diagnostic, il est clinique. Cependant, le diagnostic étiologique, la détermination de la cause, type de virus, s'impose dans certaines situations, essentiellement l'herpès génital, surtout si la femme, il s'agit d'une primo-infection, un premier contact avec le virus chez une femme enceinte. Vous avez vu, les conséquences peuvent être très graves. Donc, il importe de diagnostiquer, de faire un diagnostic étiologique dans ce cas. L'herpès néonatal, lorsqu'un nouveau-né, donc né avec des lésions cutanées très importantes, des lésions viscérales profondes, il importe aussi de poser le diagnostic de l'herpès. Il faut penser à l'herpès néonatal et de mettre en place les techniques de diagnostic pour faire un diagnostic étiologique. Chez l'immunodéprimé, je vous ai dit, hein, la latence, l'immunodépression qui favorise les réactivations, il faut faire très attention, notamment chez les greffés, les patients sous traitement immunosuppresseur, sous corticothérapie au long cours, ainsi de suite.
mais aussi dans les formes graves, notamment la méningoencéphalie, qui est une infection très grave si elle n'est pas prise en charge à temps. Alors, la technique de référence diagnostique, comme la majorité des infections virales, lorsqu'il existe un système cellulaire sensible, c'est la culture cellulaire. C'est vrai que la culture cellulaire, elle présente l'avantage d'être très rapide. Il y a des systèmes cellulaires qui sont très sensibles, infection par le HSV1, HSV2. On prélève généralement les vésicules par écouvillonnage, on prend les vésicules par écouvillonnage. Les vésicules, on va les mettre dans un milieu de transport pour virus, surtout si l'analyse est différée dans le temps. Chez le nouveau-né, qui naît d'une mère chez qui on suspecte un herpès génital, on peut faire des prélèvements oculaires et pharyngiens. Alors j'essaie de voir, il y a des messages apparemment, non? Excusez-moi. Non, ça va, très bien. Alors, les techniques de diagnostic, c'est des techniques classiques que vous connaissez tous. Vous avez déjà vu ça donc, vers les différents cours de virologie. On peut détecter donc, les antigènes viraux par immunofluorescence directe, 16 heures. En culture cellulaire, c'est la technique de référence, les cellules sensibles. Il en existe beaucoup, les cellules Véro, KB, fibroblastes humains. Et l'avantage avec les herpès, l'HSV, herpès simplex virus, c'est que l'effet cytopathique apparaît rapidement 24 heures à 4 jours. On peut aussi être amené à détecter, c'est encore mieux, le génome viral par la fameuse technique PCR. On détecte directement le génome viral, soit dans le sang, plus fréquemment dans le LCR, notamment pour le diagnostic de la méningoencéphalite herpétique. Souvenez-vous, pardon, voilà, pardon, il y a eu encore une fois une petite coupure. Donc on va essayer d'accélérer. Voilà. Voilà, donc voici de HSV1, HSV2 sur les cellules culture cellulaire donc sensibles. Vous voyez, donc il y a formation d'un amas. Souvenez-vous, en bactériaux, les staphylocoques. Voilà, donc un amas de cellules. Il y a des inclusions intranucléaires très importantes, et un gonflement très important du noyau. Là, c'est une cellule normale. Là, c'est après multiplication cellulaire. Donc, c'est des lésions cellulaires très caractéristiques de l'herpès simplex virus. Alors, la sérologie, elle n'a que peu d'intérêt. C'est clair, parce qu'il y a une séroprévalence très élevée. Donc, ça ne sert à rien de rechercher les anticorps, parce que nous avons tous, quasiment tous, des anticorps, tout simplement. Le traitement, là, nous avons donc un traitement efficace, une molécule que vous connaissez certainement, qui n'est pas du tout toxique, très bien tolérée, c'est l'aciclovir, avec son dérivé, le valacyclovir, qui est beaucoup plus efficace que l'aciclovir. Donc, c'est des analogues nucléosidiques, c'est des inhibiteurs essentiellement de l'ADN polymérase virale qui inhibe la réplication virale, mais n'empêche pas la latence. Donc, l'aciclovir, il se vend en pharmacie, vous pouvez le trouver facilement. Le Zovirax, l'aciclovir Zovirax, en voie locale, intraveineuse ou orale. On passe maintenant au deuxième virus, et je vais accélérer, le temps passe vite. Le virus de la varicelle et du zona, toujours dans les herpès. Le VZV, qui donne une maladie très fréquente chez les enfants. On appelle rih gomgom. Donc, très caractéristique. On verra tout à l'heure donc quelques images. Donc, c'est un virus qui est très répandu.
avec une séroprévalence encore plus élevée que celle de l'herpès, supérieure à 90% de la population adulte, possède des anticorps anti-VZV. Pour vous dire que le virus, il est très répandu dans la population générale. Mais aussi l'herpès virus le plus contagieux. Il est très, très contagieux. Très, très contagieux. Et la transmission, elle se fait à partir des vésicules cutanées, parce qu'ils donnent essentiellement des vésicules, encore une fois, herpès, hein, des vésicules cutanées, de varicelle, aussi de zona, on verra tout à l'heure, ou bien par les aérosols. Et ça, c'est caractéristique donc du VZV. Il y a une possibilité de transmission. C'est le mode de transmission d'ailleurs le plus fréquent avec le VZV. La transmission, elle se fait par les aérosols. Aérosols contaminés, bien sûr, par les particules virales. Là aussi, il y a un risque de transmission au fœtus, la maman infectée, par passage cette fois-ci transplacentaire. Transplacentaire, au cours de la grossesse. Donc, la transmission, elle se fait essentiellement par voie respiratoire, je viens de le dire. Le virus se multiplie au niveau des ganglions régionaux. Donc, le premier relais ganglionnaire. Ensuite, nous avons une première virémie, oui, parce qu'il s'agit, à la différence des herpès, là, d'une infection généralisée. Généralisée, c'est la raison pour laquelle la période d'incubation, elle est beaucoup plus longue. C'est 14 jours, 14 à 15 jours. Donc, une virémie, d'ailleurs, le virus il circule dans le sang, vers le quatrième, première virémie, vers le quatrième, 6e jour, et une deuxième virémie vers le 8e, 12e jour. Ensuite, il va y avoir une excrétion du virus dans les sécrétions respiratoires, d'où la transmission, mais aussi, il se trouve que ce virus-là, il possède un tropisme, une affinité très intéressante, très importante pour l'épiderme, où il va donner l'éruption cutanéo-muqueuse typique, la rih gom-gom, il y a la varicelle, une maladie qui s'appelle la varicelle. Enfin, apparaît l'immunité anti-VZV. Et encore une fois, cette fois-ci, au lieu d'éliminer le virus, l'organisme, le virus va rester à l'état, encore une fois, latent, au niveau des ganglions et racines dorsales. Voici donc des lésions typiques. C'est des vésicules, ça commence par des macules, c'est-à-dire que c'est des lésions qui ont le même niveau de la peau, ensuite des papules légèrement surélevées, ensuite des vésicules avec un liquide clair qui devient trouble, avec ça se termine par une desquamation. Il y a un grattage très important aussi. Ça entraîne donc un grattage, des démangeaisons, un prurite très très important au niveau des lésions, ce qui favorise donc la contagiosité d'un enfant à un autre, la transmission du virus, mais aussi les surinfections aussi, parce qu'il peut y avoir des surinfections bactériennes. Alors, je jette un coup d'œil sur la conversation. Oui. Pardon. Très bien. Donc, le latence, on vient d'en parler, au niveau des ganglions nerveux sensitifs. Alors, la varicelle, on vient d'en parler, donc incubation de 14 jours, éruption généralisée, je viens d'en parler, je passe très vite. Donc, après la période de latence, le virus va rester pendant des années, donc au niveau des ganglions sensitifs, et à partir de ces ganglions sensitifs, on risque d'avoir une réactivation. Alors, la réactivation, dans ce cas, on l'appelle le zona. Donc, c'est une infection, à la différence de la varicelle, c'est une infection localisée. La varicelle, on a dit, c'est une infection généralisée. Et c'est une éruption unilatérale dans le territoire innervé. Donc, c'est les nerfs, en quelque sorte, dans lesquels le virus est resté à l'état latent pendant des années. Donc, par un ganglion sensitif rachidien ou, attention, crânien, au niveau des paires crâniennes aussi. D'où le risque, donc, d'avoir ce qu'on appelle un zona ophtalmique, qui est une infection très grave. Donc, beaucoup de médecins passent à côté du diagnostic généralement, où la personne risque de perdre l'acuité visuelle. Si on ne fait pas attention au diagnostic, pensez donc au virus de la varicelle du zona. Et généralement, c'est une réactivation à partir d'un état de latence au niveau des paires crâniennes. Un risque aussi pour le fœtus,
En France, par exemple, c'est 7 sur 10 000 grossesses, un risque de transmission du virus de varicelle du zona. Un risque chez donc le nouveau-né, mais aussi chez la femme enceinte. Si la femme enceinte fait une primo-infection de grossesse, elle risque de développer ce qu'on appelle une pneumopathie varicelleuse, qui peut être très grave. Donc, nous avons la varicelle congénitale avant la 24e semaine d'aménorrhée qui se manifeste des lésions cutanées, plus des lésions neurologiques parfois très graves, mais aussi il y a la varicelle périnatale, qui est aussi très grave, avec un risque très important de décès. Alors pour le diagnostic, généralement là aussi, le diagnostic il est clinique. Le diagnostic il est essentiellement clinique parce que les lésions de la varicelle sont, sont caractéristiques, ils sont très bien identifiés par les pédiatres. Néanmoins, le diagnostic étiologique peut être intéressant dans certaines situations. Et les échantillons les plus utilisés, les prélèvements pardon, les plus utilisés, c'est l'échantillonnage des vésicules. Donc on va faire un échantillonnage des vésicules tout simplement, et on va les déposer sur des lames sur lesquelles sont fixés des anticorps fluorescents, spécifiques bien sûr du virus de la varicelle du zona. On peut faire aussi une culture cellulaire, mais cette fois-ci, donc les délais sont un peu plus longs, 2 à 7 jours pour avoir un effet cytopathique. Ou bien, mieux encore, faire une PCR sur les différents liquides biologiques. Alors, le diagnostic sérologique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la varicelle du zona, généralement, le diagnostic, il est clinique. On n'a pas besoin d'aller rechercher donc, le virus ou faire un diagnostic étiologique. Tellement les lésions sont caractéristiques. Néanmoins, le diagnostic sérologique, donc la recherche des anticorps spécifiques à distance, peut être intéressant pour déterminer le statut immunitaire de la femme enceinte. Vous avez vu que le risque pour le fœtus, et même pour la femme enceinte, peut être très important. D'où l'intérêt, ce n'est pas une recommandation officielle, il est conseillé de connaître le statut immunitaire de la femme enceinte vis-à-vis du virus de la varicelle et du zona. Si vous avez une femme enceinte, s'il y a des IgG, si le contact, c'est-à-dire le contact avec l'enfant infecté, le sujet infecté par le virus de la varicelle est récent, c'est rassurant. Donc, la présence d'IgG signe, comme pour la rubéole et la toxoplasmose, donc signe l'immunité, l'infection ancienne. Donc la femme, elle est plus ou moins protégée. C'est-à-dire il n'y a pas de primo-infection, il n'y a pas de premier contact actuel, une infection évolutive, en cours d'évolution actuelle, avec le virus de la varicelle et du zona. Donc le risque de transmission vers le fœtus, il est moins important. Alors chez la maman, le diagnostic se fait, attendez, apparemment il y a des... Chez la maman, se fait par détection des IgM, séroconversion entre deux sérums. Si on veut savoir si la maman est infectée ou non, on peut soit faire un prélèvement sanguin et rechercher directement les IgM, hein, le marqueur plus important dans le diagnostic de la primo-infection, ou bien faire 2 prélèvements à 10 jours d'intervalle et voir s'il y a une séroconversion, c'est-à-dire le premier sérum négatif, le deuxième devient positif, ou bien une augmentation du titre des anticorps. 4 fois le titre des anticorps. Alors chez le fœtus, c'est essentiellement par recherche du génome viral, tout en faisant une surveillance échographique. Avec l'échographie, le gynécologue, le médecin, peut suivre donc s'il remarque qu'il y a il détecte des lésions évocatrices, on peut faire la PCR directement dans le liquide amniotique. Et si on détecte le virus VZV, ça permet de poser le diagnostic. Le traitement comme l'HSV, c'est l'aciclovir essentiellement. Il existe une autre molécule beaucoup plus intéressante, c'est le valaciclovir. Alors, la varicelle, généralement, on ne traite pas, hein, mais s'il y a des signes de complications, ça peut être une indication pour le traitement spécifique par un antiviral spécifique. Le traitement s'impose aussi en cas de transmission materno-fœtale, mais aussi en cas de zona chez un sujet dans l'âge supérieur dans certaines recommandations, l'âge supérieur à 50 ans, mais aussi en cas de zona ophtalmique.
Voilà, il y a eu une petite coupure, attention. On reprend. Voilà. On passe au cytomégalovirus. Comme son nom l'indique, il entraîne des inclusions gigantesques. Mégalo, gigantesque. Là aussi, la séroprévalence, elle est très élevée. Elle est très élevée, donc 50 à 100% chez l'adulte. C'est un virus vraiment très répandu dans la population générale, comme la plupart donc, des virus, des herpès-virus. La contamination se fait par contact répété et rapproché, notamment chez les enfants en crèche. Là aussi, l'infection, elle se fait généralement dès les premiers mois, les premières années de la vie, dès l'enfance. Il y a aussi un risque de transmission par voie sexuelle chez l'adulte, nosocomiale, par transfusion sanguine, greffe d'organes, transmission, encore une fois, materno-fœtale, comme la plupart des herpès, lors de l'accouchement, mais aussi lors de l'allaitement. Alors, la primo-infection, elle est généralement asymptomatique. Il n'y a aucun signe clinique. C'est une infection généralisée, mais vous n'avez rien. Vous sentez bien, il n'y a rien. Le virus, il est excrété dans tous les liquides, quasiment tous les liquides biologiques, le sang, les larmes, le sperme, sécrétion génitale, ce qui explique le mode de transmission donc, multiple de ce virus. La latence, encore une fois, c'est un herpès, a lieu avec ce virus, donc le cytomégalo, dans les cellules mononucléées, précurseurs hématopoïétiques, dans la moelle osseuse. Et les épisodes de réactivation sont liés à une baisse, encore une fois, de l'immunité cellulaire. C'est des caractéristiques communes à tous les herpès virus. Alors, les manifestations cliniques, je vous ai dit, la primo-infection, elle est, dans la majorité, écrasante majorité des cas, elle est asymptomatique. Néanmoins, les messages est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, le CMV est un risque aussi de transmission, comme la majorité donc, des herpès viridés, on l'a vu depuis ce matin, il y a un risque de transmission materno-fœtale, avec une infection pluriviscérale et un décès dans 10 à 20% des cas. Et même chez ceux qui survivent,
à l'infection par le CMV, on risque d'avoir des déficits auditifs, des retards mentaux, des séquelles neurosensorielles, parfois aussi des complications oculaires, nystagmus, perte de l'acuité visuelle, très très importantes, qui vont accompagner le nouveau-né, l'enfant, qui deviendra adulte bien sûr, pendant toute sa vie. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Alors le diagnostic, c'est essentiellement en recherche, on fait donc le diagnostic de l'infection par le cytomégalovirus, essentiellement pour connaître le statut immunitaire avant une greffe. Ça, c'est dans toutes les recommandations. Les sociétés qui s'occupent donc des greffes d'organes recommandent de connaître le statut immunitaire avant la greffe d'organes. Et ça, on le fait par exemple chez nous, ici à Annaba, les greffes rénales. Avant de pratiquer la greffe, on doit connaître le statut immunitaire du patient vis-à-vis du CMV. Est-ce que ça veut dire quoi, statut immunitaire? Est-ce que le patient il est infecté ou non par le CMV? Le donneur, mais aussi le receveur. Parce que si le donneur est infecté, je vous ai dit, l'infection générale est asymptomatique. Elle est asymptomatique et le virus reste à l'état latent au niveau des cellules mononucléées qui peuvent être présentes, sont généralement présentes au niveau du rein. Donc si on fait la greffe, avec le traitement immunosuppresseur qui va accompagner la post-greffe, on risque d'avoir une réactivation. Et pas uniquement chez les greffés, on peut aussi être amené à pratiquer un diagnostic étiologique de l'infection par le CMV pour diagnostiquer une primo-infection chez la femme enceinte. Même si la recherche du CMV ne fait pas partie des recommandations, mais elle est fortement conseillée chez la femme enceinte pour éviter justement l'adverse outcomes qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le diagnostic, c'est toujours les mêmes techniques, hein, culture cellulaire. Donc, tous les liquides biologiques, on peut prélever quasiment tous les liquides biologiques parce que c'est un virus qui infecte les cellules essentiellement de l'immunité, la lignée blanche essentiellement. La culture cellulaire, elle se fait sur les fibroblastes humains MRC5, c'est les meilleures cellules, mais le CP, il est très tardif, avec 10 à 21 jours, ce qui est énorme. Et donc, cytomégalovirus, il y a d'énormes inclusions, parce que la multiplication, elle se fait à l'intérieur du noyau, ce qui va donner donc des cellules géantes, réfringentes, qui se détachent du système cellulaire. On peut aussi rechercher l'antigène PP65, comme pour l'hépatite B. Je ne sais pas ce que vous avez fait le cours sur l'hépatite B, par exemple l'HBS. L'antigène PP65 est très intéressant. Détection des antigènes viraux par immunofluorescence directe, comme pour l'herpès, mais aussi détection, et ça c'est la technique la plus utilisée actuellement, c'est la détection donc par PCR au niveau des différents liquides biologiques. Alors le diagnostic indirect, le diagnostic indirect, c'est la technique la plus utilisée. La détection d'IgM signe la primo-infection. Vous avez un sujet chez qui vous suspectez une infection récente par le cytomégalovirus, donc il suffit d'aller rechercher les IgM. Mais attention, dans certaines situations, notamment pour des réactivations, des réinfections, on peut avoir une ascension des IgM. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher ce qu'on appelle l'indice d'avidité des IgG. Vous savez très bien, lorsque l'infection elle est récente, la liaison antigène-anticorps, elle est faible. Plus l'infection est ancienne dans le temps, plus la liaison entre l'antigène et l'anticorps, elle est importante. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le prélèvement sanguin du patient, le sérum, et on va appliquer un agent dissociant. Généralement, on utilise l'urée pour dissocier la liaison antigène-anticorps. Et par la suite, on va calculer ce qu'on appelle l'indice d'avidité. Donc, en fonction de la force de liaison entre l'antigène et l'anticorps, on va déterminer l'indice d'avidité. Si l'avidité est importante, c'est supérieur, on retient un seuil de 80%, cela veut dire que la
elle est ancienne. هتكونوا راح ساعتها Supérieure ويعطوني à 3 نشوف. mois. D'accord? Pour de méthode dater les infections. Par contre, si l'indice d'habilité est faible, cela veut dire que l'infection, attention, l'infection, elle est récente. Elle peut être récente. Chez le nouveau-né, chez qui donc on suspecte une infection CMV, notamment une transmission de la mère, on recherche les IgM ou bien directement par PCR, le CMV, dans lieu dit. Le traitement, il y a le ganciclovir. Là, on n'utilise pas la cyclovir, il a une activité très faible sur le CMV, essentiellement le ganciclovir, accessoirement le foscarvir, mais qui est beaucoup plus toxique, le cidofovir, une molécule beaucoup plus intéressante, récente. Mais le traitement, il concerne essentiellement les formes sévères chez l'immunodéprimé, notamment les réactivations avec des charges virales très élevées. Alors la HV6 et 7, je vais passer très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est des virus qui sont très récents quand même, relativement récents. Là aussi, la séroprévalence, elle est très élevée, hein, supérieure à 90% à l'âge adulte. C'est des virus qui sont très présents. Transmission essentiellement salivaire, notamment pour la HV6. Elle peut être aussi sexuelle pour la HV7. Alors la HV6, la primo-infection, dans la majorité des cas, encore une fois, est asymptomatique. Néanmoins, il y a une manifestation qui est spécifique à la HV6 qu'on appelle l'exanthème subi, certains pédiatres connaissent, qui touche essentiellement les enfants de 6 mois à 3 ans. C'est vrai que la symptomatologie n'est pas très spécifique. Il s'agit d'une fièvre élevée, et vous savez très bien que les enfants font beaucoup de fièvre, 3 à 5 jours, suivie d'une éruption du cou. C'est ce qu'on appelle les éruptions fibriles virales chez les enfants, les viroses. Les pédiatres appellent ça les viroses. Si vous avez des enfants, l'âge se situe entre 6 mois et 3 ans, et qui fait donc une éruption cutanée, une fièvre élevée, ça peut être donc une infection par le HHV6 qui disparaît spontanément en 24-48 heures, donc sans traitement spécifique. L'HHV6, c'est une infection banale, vous voyez, mais aussi il peut donner chez les patients immunodéprimés des infections parfois très graves, notamment chez le CID1, des pneumopathies, encéphalite, des rétinites, infections oculaires. Alors, chez les immunodéprimés, la recherche de l'HHV6-7 fait partie donc du panel de virus, de micro-organismes à détecter chez les patients immunodéprimés. La détection, elle est basée, le diagnostic est basé sur la détection de l'ADN viral par PCR dans le sang qui vient de l'ETR. On passe maintenant à un autre virus très important qui est l'Epstein-Barr. Contrôle à distance, c'est ça? On continue, j'arrive pas à visualiser la fenêtre, c'est pas grave, on continue donc virus Epstein-Barr virus, Epstein-Barr virus, le virus de la mononucléose infectieuse essentiellement. Alors c'est un virus qui infecte essentiellement les lymphocytes B. Il possède une affinité très importante pour les lymphocytes B. Vous savez très bien, les lymphocytes B font partie donc de ces lymphocytes qui sont très importants, des acteurs, des effecteurs très importants d'immunité spécifique par transformation plasmocyte, production d'anticorps spécifiques. Donc, se fixe sur les lymphocytes B à travers la molécule CD21 par la GP350, c'est une glycoprotéine de surface présente à la surface des herpès. Pénétration par endocytose, ensuite une circularisation du génome. Il va y avoir un cycle lytique qui ne concerne qu'un petit nombre donc, de cellules infectées. Là aussi, on va avoir une installation d'une latence, encore une fois. C'est tout à fait normal, il s'agit d'un herpès. Donc, au cours de la latence, il y a une expression de protéines de latence, par exemple l'Epstein-Barr nucléaire antigène, le BNA, qui est un marqueur très important de l'infection. Le BNA1, il y a plusieurs types, 1, 2, ainsi de suite. Ainsi que Latent Membrane Protein, LMP1. Donc, c'est des protéines qui sont exprimées au cours de la latence. Et souvenez-vous, je vous ai dit, la latence, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de réplication
du virus. Le virus, il est présent, il intègre son génome, ou l'Epstein-Barr circulaire, au niveau de l'ADN de la cellule infectée, en l'occurrence des lymphocytes B. Le virus, il est présent, mais il n'y a pas de réplication. Il n'y a pas de particules virales. Il n'y a pas d'excrétion du virus. Donc le virus reste à l'état latent au niveau des lymphocytes B avec expression des protéines de latence, notamment le BNA. Donc le BNA, Epstein-Barr Nuclear Antigen, est un marqueur très important de la latence de l'infection ancienne. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, quels sont les marqueurs les plus importants pour de l'infection par l'Epstein-Barr virus? Nous avons plusieurs types de marqueurs. Les plus importants, je vous demande de retenir, donc le BNA, qui est présent au niveau du noyau, attention, c'est un antigène, mais aussi le zebra. EA, c'est Early Antigens, comme son nom l'indique, Early Antigens, c'est-à-dire c'est des antigènes qui sont produits au début de l'infection, qui sont présents au niveau du noyau, cytoplasme, mais aussi le Viral Capsid Antigen, ce qu'on appelle le VCA. Le VCA, notamment IgM, les anticorps anti-VCA, notamment de nature IgM, qui sont présents. Alors ces deux marqueurs-là, attention, ça c'est des antigènes. Early Antigens et Viral Capsid Antigen sont présents au cours de la primo-infection, l'infection récente, en cours d'évolution. Donc c'est des marqueurs très intéressants pour différencier une infection récente d'une infection ancienne. Et dans l'infection ancienne, là où la latence s'installe, généralement, on essaie de détecter, on recherche les anticorps anti-EBNA. EBNA. Alors la transmission, on appelle ça donc généralement, vous savez, l'Epstein-Barr virus, c'est l'agent essentiellement de la mononucléose infectieuse. Je vous ai dit au début, c'est un type d'angine, on appelle ça la maladie du baiser. La transmission, elle se fait essentiellement par la salive. Elle a une excrétion salivaire très importante, mais peut également se transmettre par transfusion dons d'organes, greffes donc, ou de tissus. Elle évolue sur un mode endémique, c'est-à-dire elle est plus présente dans certaines régions du monde que d'autres. Et là, encore une fois, la séroprévalence chez l'adulte, elle est très élevée. Alors, le BV, il infecte essentiellement deux types de cellules. Les lymphocytes B, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi les cellules épithéliales, où ils donnent généralement un cycle productif. Les lymphocytes B, le virus peut soit aboutir à une lymphoprolifération, il y a une prolifération très importante des lymphocytes B, voire à une immortalisation. Et qui dit immortalisation, on parle donc de processus tumoral. L'Epstein-Barr virus, il est associé à certains types de cancers, notamment le lymphome, une prolifération, manifestation lymphoproliférative, le lymphome de Burkitt, mais aussi le carcinome nasopharyngé, cancer dans le nez, le pharynx, ce qu'on appelle le cancer du cavum. Alors, lors de la primo-infection, il y a une transmission excusez-moi, là j'essaie de voir s'il y a des... Apparemment c'est bien, tout est OK, d'accord, je continue, pardon. Alors, lors de la primo-infection, la transmission, je vous ai dit, se fait par la salive, multiplication au niveau de l'oropharynx, infecte essentiellement les lymphocytes B, vous va y avoir une lymphoprolifération et infection d'autres lymphocytes B. Et là, l'immunité cellulaire par les natural killers, les lymphocytes CD8+, cytotoxiques, jouent un rôle très important, surtout les CD8+, cytotoxiques. Alors, je vous ai dit, donc, la principale manifestation clinique de l'Epstein-Barr virus, c'est la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse. C'est une angine qui touche essentiellement les adolescents adultes. Alors, les adolescents, pourquoi pas les jeunes enfants? Parce que les jeunes enfants, généralement, font une infection
asymptomatique, complètement asymptomatique. C'est à partir de l'âge adolescent, si la primo-infection, le premier contact avec le virus se fait lors de l'adolescence, là, on risque d'avoir une angine type mononucléose, qu'on appelle mononucléose infectieuse. Mais si le contact, le premier contact, la primo-infection avec le virus se fait durant l'enfance, généralement, on fait une infection complètement asymptomatique. C'est la raison pour laquelle la mononucléose infectieuse, elle est beaucoup plus fréquente dans les pays développés, là où les conditions d'hygiène, le niveau socio-économique est plus important. Donc, l'adolescent, mais aussi l'adulte jeune, l'incubation est très longue, de 30 à 50 jours. Une fièvre, qui sont angine, c'est une angine avec de la fièvre, une dysphagie, des adénopathies satellites au niveau du cou, cervical, au niveau du cou, avec une fatigue. Et si on donne de l'ampicilline, on risque d'avoir un rash cutané, une éruption cutanée, éruption cutanée, suite à la prise de l'ampicilline, paraît-il, donc une réaction allergique secondaire à la prise de bétalactamine. Ce qui va encore compliquer le diagnostic, parce que si on prend l'ampi, on a une éruption, on va penser à une scarlatine, infection streptococcique, ainsi de suite. Vous savez très bien que l'ampicilline, la pénicilline font partie donc, du traitement des angines bactériennes, streptococciques. La guérison, elle est spontanée en 2 à 3 semaines. Alors, le diagnostic, vous avez vu, donc la symptomatologie, elle n'est pas très spécifique. Il s'agit d'une angine, donc ça peut être une angine virale causée par d'autres virus, influenza virus, adénovirus, ainsi de suite. Ça peut être une angine bactérienne aussi, on ne sait pas. Alors, le diagnostic, il est essentiellement biologique. On va essayer de détecter la présence d'un syndrome mononucléosique. 70% des cas, il est présent. Il y a une hyperlymphocytose. Si on fait un frottis sanguin, on observe des lymphocytes atypiques de grande taille, hyperbasophiles. Alors, ces lymphocytes, il se trouve que c'est des CD8, un cytotoxique, qui sont dirigés contre les lymphocytes B infectés par l'Epstein-Barr virus, associés à une cytolyse hépatique. Alors, ces 3 critères-là permettent généralement d'orienter le diagnostic, mais bien sûr, le diagnostic de certitude spécifique, il se fait par détection des marqueurs. Nous avons des anticorps, ce qu'on appelle les anticorps hétérophiles, qui sont présents chez la plupart des adolescents atteints de mononucléose infectieuse, mais aussi des marqueurs plus spécifiques, notamment early antigens, les IgG, hein, attention, c'est des anticorps, hein, les anticorps IgG dirigés contre early antigens, mais aussi les IgM anti-VCA. IgM anti-VCA. Alors, les manifestations malignes de l'EBV, c'est essentiellement le lymphome de Burkitt, mais aussi le carcinome, donc on en a parlé, le carcinome nasopharyngé. Alors, le diagnostic, il y a un test très simple d'agglutination, très simple, particules de la test, qu'on appelle le MNI test, qui détecte les anticorps hétérophiles. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ont beaucoup de faux négatifs avant 5 ans et beaucoup de faux positifs après 50 ans. Donc, ce n'est pas un test fiable. On préfère aller rechercher des anticorps spécifiques, IgM, en détectant les anti-VCA, une infection lytique, essentiellement anti-VCA IgM. Hein, c'est les anticorps les plus intéressants pour détecter une infection en cours, notamment la mononucléose infectieuse. Accessoirement, détection des anti-EBNA. Alors, pas de culture cellulaire, mais on peut pratiquer une PCR. Alors, voici quelques exemples, et je vais terminer avec ça, de profils sérologiques EBV au cours de différentes situations cliniques. Je vais prendre donc les situations les plus fréquentes, donc la mononucléose infectieuse aiguë. Regardez, nous avons les IgG VCA, mais aussi, surtout, les IgM VCA et les early antigens, IgG. Les EBNA sont généralement, souvenez-vous, les EBNA, c'est des marqueurs de latence négatifs. Alors, dans le cas de la mononucléose infectieuse, c'est les anticorps hétérophiles. On peut détecter les anticorps hétérophiles. Alors, on prend un autre exemple, par exemple, un cas de carcinome différencié du cavum. Une des complications
cancéreuses de l'infection par l'EBV. Alors, nous avons des VCA IgG, mais pas d'IgM, regardez. Pas d'IgM. L'infection, elle est ancienne. Hein? L'évolution, elle s'est faite au cours du temps vers donc, le développement du cancer. Early antigens, ils sont présents, oui. Mais le marqueur le plus intéressant, c'est les EBNA. Les EBNA, IgG, anti-EBNA. D'accord? Voilà. En cas de réactivation, infection ancienne et réactivation, on trouve essentiellement les VCA IgG. Mais aussi early antigens. Réactivation, donc réplication virale en cours. Pas de traitement antiviral ni vaccin. On termine avec la HHV8 très rapidement. La HHV8, la séroprévalence, elle est faible. Transmission par voie sexuelle, essentiellement. Ou bien la mère à l'enfant, l'allaitement, enfant à enfant, notamment dans les collectivités en Afrique. La cible principale, c'est lymphocyte B, comme le BV, mais aussi les macrophages. Alors, il y a une maladie associée à la HHV8, vous avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle la maladie de Kaposi. C'est une tumeur dermatologique classante SIDA. Vous savez, le AIDS-related complex, c'est-à-dire les manifestations, les infections opportunistes, les tumeurs qui définissent le SIDA, le stade SIDA, avec la primo-infection VIH, ensuite nous avons le stade SIDA. Et un des critères qui définissent le stade SIDA, justement, c'est la maladie de Kaposi. La maladie de Kaposi, c'est une tumeur dermatologique qui est provoquée l'infection par le virus HHV8. C'est une tumeur donc, qui se développe au niveau de la peau, au dépend du tissu conjonctif. Alors, le diagnostic virologique est direct sur les biopsies, donc les lésions de la maladie de Kaposi, le sang. Le diagnostic indirect, actuellement, est réservé au laboratoire spécial. Voilà, j'ai terminé. Et j'attends vos commentaires, questions. En 2 minutes. Alors, veuillez nous transmettre le cours, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout le temps. Ce n'est pas du tout le temps. J'ai pas compris. Ce n'est pas du tout le temps. Ce n'est pas du tout le temps de quoi? Bien sûr, je vais vous transmettre le virus. On va se mettre d'accord. Comment on va faire? Si vous voulez me laisser un mail ou bien, je sais pas. Ah oui. Oui, oui. C'est quasiment la même chose. Il y a eu quelques modifications. Sur diapo, c'est plus clair, monsieur. Ok, mais comment je vous le transmets? Il n'y a aucun problème. Vous me laissez une date mail ou bien je le laisse l'administration? Khalil contre l'administration? Ah, d'accord. Alors, Fariel Aïssaoui, Khalil contre l'administration, c'est ça? Donc, par mail, ok. Mail Fariel. C'est ça? Par email, d'accord. Je vais noter juste l'adresse mail. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Je vais juste noter l'adresse mail. Fariel. Gmail. Ok. Ok. Parfait. Z. Voilà, je vais vous envoyer donc le PowerPoint par mail. Vous le trouverez donc chez votre délégué, Fariel Aïssaoui. Il n'y a pas de quoi. Z, y a-t-il d'autres questions? Bien des commentaires, s'il vous plaît. Vous savez, Abel, que c'est des conditions très difficiles. Moi, je travaille dans le Covid actuellement. On n'a pas du tout ni le moral, ni le temps pour préparer un cours, pour parler des herpès en pleine épidémie comme ça. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Voilà, j'aurais aimé faire ce, parce que c'est un cours très intéressant en plénière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, ou bien c'est bon? On termine? Merci, merci. Bon courage à vous aussi. Merci. Je pense qu'on va terminer, il n'y a pas de questions. Voilà. Merci à vous et bon courage. Salam alaikum.